Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cet entretien politique dominical que nous démarrons avec un grand retard. Toutes nos excuses, c'est pour des raisons vraiment indépendantes de notre volonté. Eh bien, les députés de la 8e législature ont été installés officiellement dans leur nouvelle fonction le jeudi 16 mai dernier. Et 24 heures plus tard, ils ont procédé à l'élection du nouveau bureau de l'Assemblée nationale. Et c'est un secret de polichinelle. L'institution parlementaire sera conduite par l'honorable Louis Vlavonou pendant les 4 prochaines années. Et pour une première fois depuis l'ère du renouveau démocratique, au Bénin ici, l'on a une femme à la tête de la vice-présidence de l'Assemblée nationale en la personne de Madame Zimé Talata. Alors, quels sont les défis que doivent relever ce nouveau bureau du Parlement et l'ensemble de la 8e législature? Peut-on dire que l'installation de cette législature vient couronner la réforme du système partisan au Bénin? C'est l'une ou ce sont là les grandes préoccupations que nous allons décortiquer au cours de cette émission. Et pour justement cet exercice, j'ai convié sur ce plateau Dr Thomas Edia. Bonjour. Bonjour, Monsieur Gilles Chris. Alors, docteur Edia, vous êtes bien sûr un docteur en philosophie, spécialiste de l'éthique politique, l'éthique des médias et l'éthique médicale. Vous êtes associé de Madame Zimé Talata, qui est l'actuelle première vice-présidente de l'Assemblée nationale, je le disais tout à l'heure. Alors, lorsque vous passez en revue tout le processus qui a conduit à l'installation de cette législature, est-ce que vous arrivez à dire tout est bien qui finit bien? Tout à fait. Monsieur Gilles Christ, bonjour téléspectateurs. Oui, il faut le dire, il faut reconnaître que tout est bien et qui finit bien. Il est évident qu'au thème des élections du 28 avril 2019, il y a encore un arrière-goût, c'est évident, c'est humain, c'est une œuvre humaine, mais il faut dire, et il faut oser le dire, que tout est bien et qui finit bien. Il est à souhaiter que le Bénin retrouve ses lettres de noblesse. Alors vous êtes presque satisfait de tout ce qui a été fait. Qu'est-ce qui fonde votre bonne humeur? Oui, ce qui fonde ma bonne humeur et ce qui doit être certainement l'humeur partagée avec bon nombre de Béninois, c'est que nous ne sommes pas tombés dans un vide juridique et notre constitution est respectée. L'Assemblée nationale, qui est la deuxième institution du système démocratique international et donc national, est installée. Et puis, deuxième ou troisième chose qu'on pourrait dire, c'est que le Bénin marche, le Bénin fonctionne, les institutions sont mises en place. Il est évident, comme je l'ai dit tantôt, que c'est une œuvre humaine et qu'il y a des choses qu'on peut bien reprocher, il est aussi évident qu'il y a un arrière-goût au thème des élections du 28 avril 2019, mais le Bénin fonctionne et les institutions sont en bonne place. Alors, c'est donc suffisant pour être en bonne humeur, c'est donc suffisant pour être un Béninois heureux. Alors revenons à la date du 16 mai dernier, la date qui a connu l'installation officielle des députés de la 8e législature. On a constaté qu'il y a eu plus de peur que de mal, il n'y a eu aucun incident du tout. Alors cette accalmie-là qu'on a observée à Porte-Nouveau, à quoi la doit-on exactement? Au génie béninois, à la paix qui caractérise le Béninois tout court, ou la Béninoise si vous voulez, le Béninois et la Béninoise. C'est des citoyens caractérisés par la paix. Pourtant, le 1er 2 mai dernier, on n'a pas eu cette impression. Non, l'impression était toujours là. Et il faut d'ailleurs, une fois encore, remercier le peuple béninois qui n'a pas voulu faire ni le jeu de la mouvance, ni celui de l'opposition. Parce que il faut être objectif de reconnaître que l'on soit de la mouvance ou de l'opposition, chacun a sa part de responsabilité dans ce qui est arrivé. Mais le peuple béninois a fait le jeu du juste milieu, si vous voulez, le jeu de la paix, en ne tombant pas dans ce qu'on pourrait appeler l'exagération ou dans la manipulation de l'un ou de l'autre. C'est vrai que chacun tire le drap de son côté, mais il faut reconnaître que en dehors des mouvements que nous avons eus le 1er et le 2, et de toute évidence le jour même des élections, le 28 avril, ces 3 jours-là ont été des jours qui ont permis aux Béninois de savoir quand même que c'est vrai, la violence est naturelle en nous. C'est aussi vrai que certains peuvent exprimer leur mécontentement par des actes de violence, ce qui n'est pas souhaité. Mais je pense qu'on n'est pas tombé dans le drame. Ce n'était que des actions de mécontentement et c'est humain. Cela se passe partout dans le monde entier. Ce n'est pas
consubstantiel au peuple béninois. C'est un acte humain et on le constate un peu partout. Donc, une fois encore, le génie béninois, la paix qui est un principe béninois, la paix qui est une caractéristique des Béninois est à saluer et il faut la saluer pour toujours. On sait qu'après les incidents, les événements malheureux du 1er et du 2 mai dernier, sans oublier le 28 avril que vous avez évoqué tout à l'heure, il y a eu un appel collectif à la paix d'un peu partout du Bénin, les têtes couronnées, les autorités religieuses, les autorités même politiques, des élus locaux, communaux aussi, municipaux, qui ont appelé massivement à la paix. Il y a eu aussi le président du PRD, Maître Adrien Oumbédi, qui a aussi souhaité qu'il n'y ait pas d'actes de violence. Est-ce que c'est tout ça aussi qui a concordé à la paix qu'on a observé le 16 mai? C'est évident, c'est une thèse valable soutenue par tous. Et en dehors de toutes ces personnes que vous avez souhaitées, même vous qui êtes là, chaque Béninois au plus profond de son être voulait la paix à tout prix. Et puisque rien ne vaut la paix, les Béninois savent, ils en sont conscients que entre la paix et la pauvreté, le choix est à faire. Le choix est sans embâche, c'est celui de la paix. Même lorsque économiquement nous ne sommes pas encore au niveau souhaité, même lorsque le Béninois ne trouve pas à manger comme cela se doit, et comme les gens le répètent, les Béninois préfèrent la paix. Et comme je l'ai dit tantôt, c'est caractéristique, c'est caractériel, voyez-vous, du comportement de Béninois. Depuis en tout cas le renouveau démocratique de 1990, on peut bien dire, et sans se tromper, que les Béninois sont des citoyens de paix, les Béninois sont des artisans de paix. Et il faut souhaiter que cela soit ainsi pour toujours. On a constaté quand même un fort détachement de l'armée sur les lieux, à Porto Novo, même la voie qui rallie Cotonou à Porto Novo. On a constaté donc une forte présence militaire. Est-ce que cela traduit, comme on l'a entendu dire de certains, que c'est la fébrilité du pouvoir en place, ou est-ce plutôt une mesure préventive? Moi, je préfère rester du côté de la mesure préventive. Mais moi, je dis et je répète que même si on n'avait pas eu ce fort détachement des forces de l'ordre, les Béninois, comme je vais vous le dire, et parce que j'en suis conscient, et parce que je suis rassuré, et parce que c'est que vous aussi, c'est ce que vous pensez au plus profond de vous. Mais vous ne savez pas ce que je pense. Non, 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 c'est évident, monsieur Gilles Christ, c'est évident. Voyez-vous, observez les Béninois, discutez avec les Béninois, parlez avec eux, allez un peu au plus profond même dans nos villages, dans nos contrées, dans nos quartiers. Vous allez vous rendre compte que les Béninois, aucun Béninois ne souhaite véritablement la guerre, les conflits, la violence. Mais lorsque nous détruisons les biens publics, qui paye le prix? C'est nous, c'est chaque Béninois qui paye le prix. Et comme je vous le disais tantôt, le choix est sans embâche. Lorsque nous sommes dans une situation de pauvreté, dans une situation économique en tout cas qui n'est pas reluisante. Lorsque les jeunes n'ont pas d'emploi, lorsque dans nos marchés, les femmes ne vendent pas comme cela se doit, mais lorsqu'on présente tout ça, et lorsque nous sommes en paix, ou alors lorsque l'on nous présente la violence, la guerre, un pays complètement détruit, un pays où le sang coule, un pays où les citoyens ont peur, un pays où personne ne peut organiser quoi que ce soit, un pays où personne ne peut aller au boulot. Lorsqu'on demande à tout Béninois d'opérer un choix, le choix se fait les yeux fermés, c'est sans embâche. On préfère choisir la paix même lorsque les conditions de bien-être ne sont pas encore réunies. Alors, le contingent, ou si vous voulez, les forces de l'ordre qui ont été déployées, c'était pour dissuader. En fait, cela relève des prérogatives de tout État. C'est vrai que ce n'était pas souhaité, et parce que qu'on le veuille ou non, si l'on veut être objectif, notre démocratie, on peut le dire, notre démocratie pourrait prendre un coup, même par rapport à ça, je veux dire, au nombre des arguments qu'on pourrait avancer pour montrer que la démocratie béninoise a pris un coup, on pouvait évidemment citer ce tat-là. Mais moi je dis, ce n'est que préventif. Et tout État, tout gouvernement responsable a l'obligation, a le devoir de prévenir tout tas de violence parce que, il faut le dire, l'homme est un loup pour l'homme, nous apprend Thomas Hobbes. Alors, il faut s'attendre à ce que, même si ce n'est pas souhaité, à ce que des Béninois posent des actes de violence, peut-être sous l'effet de la colère, sous l'effet de découragement ou de désespoir pour certains. Parce que lorsque vous êtes dans certaines conditions, dans certaines situations de la vie, il n'est pas évident, il n'est pas sûr que vous maîtrisiez, que vous ayez le contrôle de tout votre état et de toutes vos actions. Et dans ces conditions-là, tout gouvernement responsable prévient en
faisant ou en prenant appui sur les forces de l'ordre pour dissuader, pour empêcher, pour calmer, en temps aussi, pour dire à tous ceux qui pourraient poser des actes de violence, attention, si vous agissez de façon incorrecte, si vous agissez de façon illégale, vous serez frappé par les tests, par la loi, par les forces de l'ordre qui en ont la prérogative, qui en ont le droit, et je veux dire ceux à qui la loi a donné ce pouvoir-là. Mais il est à souhaiter que le Bénin retrouve une fois encore toute sa force démocratique, toute sa dignité démocratique pour que le Bénin continue de rayonner démocratiquement à l'international. Et justement, vous avez tout à l'heure dit qu'on a évité le vide juridique, les institutions tournent normalement. Le 17 mai dernier, le nouveau bureau de l'Assemblée nationale est connu pour le compte de la 8e législature. Le président de l'Assemblée nationale désormais s'appelle Louis Vlavonou. La première vice-présidente, Madame Zimé Talata, puis deuxième vice-président Robert Bian, premier questeur Boniface Yerouetoumé, deuxième questeur André Okunlola, premier secrétaire parlementaire Delonix Kogblevi et puis deuxième secrétaire parlementaire Sophia Tchanou. Alors, lorsque vous regardez un peu ce bureau de l'Assemblée nationale, est-ce que c'est un bureau auquel vous vous attendiez, notamment la tête? Je vous dirais non tout de suite. Il y avait des hypothèses, il y avait des noms qui ont circulé, mais c'est un bureau qui a déjoué tous les pronostics. Déjà, en commençant par la tête, au regard des rumeurs, au regard des hypothèses, au regard de ce que nous avons lu, au regard de ce qu'on entendait, on voyait d'autres personnes. Et l'arrivée de la personne qui surprend encore le plus, c'est celle de la première vice-présidente, qui évidemment était la suppléante du ministre Sakalafia. Et alors, il vient remplacer le ministre et elle occupe, j'allais dire, ce poste de première vice-présidente. Voyez-vous, alors ça a surpris tout le monde. C'est vrai qu'il faut constater que dans ce bureau-là, nous avons eu 4 nouveaux. Il y a 3 anciens qui avaient déjà fait l'exercice du bureau parlementaire. Donc, de façon globale, on peut dire qu'on s'attendait moins ou très peu à un bureau du genre. Et justement, ça interroge et ça aussi amène les gens à s'interroger sur les jeux de coulisses, les jeux de couloir, comment cela s'est fait-il? Oui, mais c'est Vous êtes assistant, par exemple, de Madame Talata. Comment est-ce qu'elle s'est retrouvée là? Non, évidemment, comme vous l'avez dit, les jeux de coulisses, nous sommes en politique et la politique est bien basée sur les jeux de coulisses. La politique, ce n'est pas le jeu comme le disent certains ou le disent certains, ce n'est pas un jeu d'enfant. Il faut comprendre que les grandes décisions se prennent dans les coulisses. Les grandes décisions se prennent de manière très discrète. Alors, il faut dire que c'est le parcours d'une dame qui a payé. Madame Talata est une dame qui a eu un parcours politique formidable. Voyez-vous, et c'est une dame aussi aux valeurs éthiques et morales incontestables. Alors pour moi, pour ma part, ce n'est que justice rendue, ce n'est qu'un poste mérité, parce que Madame Talata, professionnellement, nous la connaissons, nous connaissons sa rigueur, nous connaissons sa sincérité, nous connaissons évidemment aussi son honnêteté, nous connaissons son abnégation, nous connaissons sa loyauté et nous connaissons aussi ses convictions politiques. Alors, c'est tout simplement justice rendue, c'est mérité. Et je pense que lorsque nous regardons tous les membres du bureau, c'est quand même des gens qui ont un parcours politique exemplaire, c'est des gens qui ont un parcours politique qui pourrait constituer pour la jeunesse politique une référence. Il est évident qu'ils ne sont pas des saints. Nous ne sommes pas ici pour les sanctifier. Ils sont des humains et par conséquent, ils ont leurs défauts, ils ont les erreurs, ils ont peut-être commis des comportements qui ont été, dans une certaine mesure, des comportements immoraux ou amoraux, mais c'est humain. Je crois qu'il faut s'en tenir à l'essentiel. Ils ont tous mérité et ils ont tous un parcours politique qui est encouragé. En tant que première femme assiégée au poste de vice-présidente, première vice-présidente de l'Assemblée nationale, vous pensez que c'est une révolution aussi de ce côté-là? Tout à fait, c'est une révolution. Tout à l'heure, on va revenir à la charte des partis politiques avec la réforme du système partisan qui constitue aussi une révolution. Mais là aussi, première vice-présidente femme depuis 30 ans déjà, c'est une révolution? Une grande révolution. Et il est à souhaiter que la législature, la 9e, dans 4 ans, que la présidente soit une femme. De plus en plus, nous le défendons. C'est ça l'approche genre. Ce sont des thèses qui se défendent aujourd'hui partout dans le monde entier. Et nous pensons que le Bénin ne doit pas rester en marge. Les femmes méritent.
Les femmes ont de la qualité, les femmes ont de la valeur. Et il faut faire confiance aux femmes. Et je pense que l'Assemblée ne s'est pas trompée, en tout cas en plaçant 2 femmes dans le bureau sur 7. 2 sur 7, ça veut dire que nous avons eu 2 femmes, 5 hommes. Il est à souhaiter que les législatures à venir, que nous ayons peut-être 4 femmes sur 7. Hein. Donc je veux dire que la majorité soit beaucoup plus dedans que les femmes. C'est un combat qui doit continuer. Et lorsque nous laissons le poste de premier vice-présidence à Madame Talata, je crois que les députés vont faire un choix excellent. Elle n'était pas très connue du public béninois. Hein. Oui, ça c'est évident. Depuis le vendredi dernier que son nom a commencé à circuler. Oui, c'est vrai. Les gens commençaient à chercher, mais qui elle est exactement? Oui, Madame Talata est une inspectrice en philosophie. C'est une dame au parcours professionnel extraordinaire et formidable. Nous la connaissons, nous qui travaillons avec elle professionnellement parlant, académiquement parlant, nous la connaissons, nous connaissons sa rigueur, nous connaissons aussi, comme je vous l'avais dit tantôt, ses principes, nous connaissons ses valeurs éthiques et morales, nous connaissons aussi sa loyauté et nous connaissons ses convictions politiques. J'espère que ce sont des propos dépourvus de toute passion. Tout à fait. De toute affection aussi à son égard. Exactement, exactement. C'est de manière objective. Je parle en tant qu'homme de science, je parle en tant que chercheur. Je ne parle pas ici en tant que passionné politique. Nous ne sommes pas à la recherche des postes politiques, pas du tout. Nous avons une profession, nous avons un métier, nous sommes des chercheurs, nous sommes des analystes, et donc pas du tout. Ce sont des propos qui ne sont pas des propos passionnés, c'est des propos purement rationnels, purement objectifs. Ce qui est bien, il faut le dire. Ce qui est mauvais par rapport à ceux qui nous gouvernent, les actions qui sont bonnes, il faut les encourager, il faut reconnaître cela. Les actions qui sont mauvaises, il faut les dénoncer et faire des propositions pour que le Bénin marche. Cette rigueur-là qu'elle incarne, ce travail soigné que vous avez aussi révélé tout à l'heure de son côté, en quoi ça peut impacter le bureau de l'Assemblée nationale en particulier et même toute l'Assemblée nationale en général? Oui, évidemment, vous savez aussi que l'une des caractéristiques de ce gouvernement, c'est la rigueur. Donc, c'est un gouvernement de rigueur. En tout cas, quand nous observons la façon dont les gens travaillent, on peut quand même noter qu'il y a suffisamment de rigueur, suffisamment de méthode, suffisamment de rationalité. Et vous comprenez, lorsqu'une dame qui déjà professionnellement a toutes ces qualités-là accède à un tel poste, ça veut dire qu'elle va impacter positivement avec tout ce qu'elle a comme qualité, tout ce qu'elle a comme principe professionnel, principe éthique. Cela va jouer positivement. Parce qu'en l'absence du président, ce sera elle qui devra diriger les plénières. Exactement, exactement. Voyez-vous, ça suppose que notre Assemblée, contrairement à ce qu'on pourrait penser, en tout cas pour ma part, pour ceux qui occupent les postes, pour ceux qui dirigent l'Assemblée, je crois que ce ne sera pas une caisse de résonance. Je crois que l'Assemblée regorge des personnes de qualité comme Mme Talata, même comme le président aussi de l'Assemblée, l'honorable Louis Bravonou. Je crois que les gens vont diriger l'Assemblée de main de maître. Il y aura moins de dilatoires, il y aura beaucoup plus de débats sur les lois. Je crois que les lois vont refléter la qualité des hommes qui gouvernent l'Assemblée. La transition est toute trouvée. Venons-en maintenant à Louis Vlavonou, président de l'Assemblée nationale désormais. Oui. Le vendredi dernier, à travers une interview accordée à la presse béninoise juste après la séance, oui, il disait justement que les lois doivent rendre témoignage. Et ça, c'était déjà dans son discours d'ailleurs. Les lois doivent rendre témoignage à la 8e législature. Quels doivent être les défis qui attendent ce nouveau président de l'Assemblée nationale? Je crois que c'est le premier défi que vous avez trouvé. Le premier défi que cette Assemblée doit relever, ce défi est sociopolitique. Pour ma part, ce défi consiste à déjouer au moins une fois l'hypothèse qui est émise. Parce que... Laquelle? L'hypothèse, pour beaucoup, la première loi qui va... D'abord, ça va être une Assemblée donc, qui doit apparaître comme une caisse de résonance. Et alors, cette Assemblée, le premier chantier de cette Assemblée nationale, pour beaucoup, comme hypothèse, c'est la révision de la Constitution. Pour l'intérêt d'un homme, d'un individu, d'une personne, d'un gouvernant. Je crois que cette Assemblée, cette 8e législature, doit travailler pour relever ce défi, pour déjouer cette hypothèse-là, en montrant que lorsqu'on est député, lorsqu'on est élu, on est là, non pas pour servir un homme, mais pour servir la nation. Et par conséquent, même si le choix de la révision de la Constitution doit être fait, que cette révision soit véritablement une révision consensuelle et non une révision opportuniste. On reviendra tout à l'heure
aux différentes lois qui Oui. doivent être prises, même s'il y aura révision, on va encore en parler tout à l'heure. Mais revenons justement une minute sur Louis Vlavono, qui, dans son interview, mettait l'accent sur le retard, l'absentéisme des députés, les ministres du gouvernement qui viennent s'expliquer, mais qui ne trouvent pas les députés. On sait qu'en 2015, Maître Adrien Mbedi l'a dit au cours de son discours d'investiture, mais à l'arrivée, on a vu le bilan. Est-ce que vous pensez que cette fois, ça sera véritablement un défi relevé? C'est le souhait. Et il faut commencer par l'espérer en se basant sur la qualité des hommes qui gouvernent cette assemblée-là. Je ne veux pas dire que les précédents qui l'ont gouverné n'avaient pas de la qualité, mais je pense que maintenant, c'est une assemblée de rupture dans tous les cas. Sous l'ère de la rupture, c'est la première assemblée que nous avons. Ce sont les premières élections qui ont lieu. Je peux supposer que les gens même qui étaient positionnés sur la liste pour être élus députés, ils ont été positionnés par seulement, ou j'allais dire pas sur la base du clientélisme, c'est sur la base des principes qui ont gouverné les choix. Et dont l'un des principes est bien le sens de responsabilité qui caractérise chaque candidat. Et il faut espérer que ceux qui sont élus fassent montre d'un sens aigu de responsabilité, d'un degré de conscience élevé, d'un degré de rigueur élevé, et le sens du service, le sens de la nation, le sens du patriotisme. Par conséquent, l'État souhaitait que l'on n'ait pas, qu'on ne continue pas par avoir dans notre Assemblée des gens qui sont des députés absentéistes, qui laissent croire que nous avons des députés à la limite irresponsables, que certains qualifiés, je n'ai pas envie de prononcer le mot, mais permettez, excusez donc l'exagération ou du peu, que les gens qualifiés de députés godillots. Je crois qu'il faut maintenant que les députés, en tout cas ceux de la 8e législature, il faut qu'ils nous montrent tout le sens de responsabilité, le sens de la nation qui caractérise un élu, surtout quand il est élu national. Akhenaton disait qu'ils doivent montrer qu'ils sont là pour travailler. Exactement. Parce qu'on ne connaît pas une fonction où les gens ne sont pas au poste. Vraiment. Il faut venir au travail. Exactement. Une fonction, les gens ne sont pas au poste, n'existe pas. Et il faut que les députés prennent vraiment part au débat. Il faut qu'ils montrent, qu'ils fassent preuve de la qualité de leur prise de position, de leur intervention, que l'on sente la qualité de la réflexion. Et par conséquent, que des lois ne se votent pas pour le plaisir, n'est-ce pas, donc d'être votées, ou alors tout simplement pour les beaux yeux de quelqu'un. Il faut que les lois soient lues, qu'elles soient décortiquées, j'allais même dire qu'elles soient exorcisées. Parlons justement de vote de loi. On sait que Louis Vlavono est l'auteur de la proposition de loi entre-temps, portant charte des partis politiques. La loi même aussi qui consacre, on va dire, l'encadrement du droit de grève aux travailleurs de l'État. Il en était aussi auteur. C'est entre autres lois qu'il a proposé à l'Assemblée nationale. Ça fait dire à certaines personnes que c'est une récompense maintenant, son élection à la tête de l'Assemblée nationale. Oui, récompense, c'est vrai que si on le dit comme ça, on peut penser que il est là, il ne mérite pas, c'est juste pour le récompenser. Non, je pense que c'est aussi un mérite. C'est justement dans ce sens quand on lit un peu les différentes... Non, c'est aussi un mérite. Quand on est affaire d'un député qui a fait 5 différentes mandatures, c'est quand même une somme d'expérience. Et je pense que dans ce pays, il faut qu'on commence par reconnaître à chacun son mérite. Il faut qu'on commence par reconnaître à chacun, en tout cas par rapport au poste qu'il occupe, que c'est beaucoup plus lié à ses compétences, au mérite et à ce qu'il a comme expérience. Je pense et je crois fermement que l'honorable Louis Vlavono a quand même accumulé, est quand même une source d'expérience. Et il faut voir, quand vous faites 5 fois 4, ça fait 20 ans d'expérience sur 28 ans de démocratie. Donc, le placer là, lui faire confiance, voter pour lui, le mettre à la tête de l'Assemblée, ce n'est pour moi que justice rendue. D'accord. On va parler justement des grandes missions qui sont assignées à cette 8e législature. Vous avez commencé tout à l'heure à ébaucher quelques idées, quelques pistes de réflexion. L'Assemblée nationale a 2 prérogatives, notamment légiférer, contrôler l'action du gouvernement. Alors, comment justement cette 8e législature doit s'y prendre pour corriger l'image qui est véhiculée au sein de l'opinion, c'est-à-dire un parlement monocolore? Oui. C'est ce que j'avais commencé par dire, qu'il revient à cette 8e législature de déjouer l'une des hypothèses, celle de penser ou celle qui consiste à dire que c'est une assemblée qui est monocolore, une assemblée qui sera manipulée, qui va faire la volonté d'un homme, je vais dire du chef de l'État,
il faut que cette assemblée-là montre que c'est une assemblée de qualité, que les hommes qui sont élus méritent d'être élus, que les hommes qui sont au niveau du poste, au niveau du bureau, méritent donc d'être là. Et par conséquent, il faut éviter de voter des lois scélérates. Il faut éviter de voter des lois qui affaiblissent le citoyen. Il faut éviter de voter des lois qui affaiblissent aussi les principes démocratiques. Il faut éviter de voter des lois qui réduisent la liberté des citoyens. Parce que la liberté est quand même un principe démocratique. Et voyez-vous, quand vous lisez les théoriciens même de la politique, les spécialistes, je veux dire les auteurs même de la réflexion politique comme Rousseau, comme Thomas Hobbes, vous allez constater, comme Montesquieu, comme John Locke, vous constaterez qu'ils font une part belle à la liberté. Rousseau dit dans du contrat social que renoncer à sa liberté, c'est renoncer à sa qualité d'homme. Ça suppose que le jour où vous cessez d'être libre, c'est comme si vous cessez d'être un être humain. Alors, il est à dire, il est à souhaiter, et on doit le dire avec fermeté, que cette assemblée doit penser correctement des lois. Il faut travailler les lois pour que les articles qui semblent réduire aux citoyens leur liberté, les articles qui semblent embrigader les citoyens, les articles dans les lois qui semblent empêcher les opposants de se manifester, les articles dans les lois qui semblent faire partir ou faire disparaître des partis politiques, en tout cas qui méritent d'être partis politiques, il faut dire que l'Assemblée doit travailler pour que ces articles-là soient corrigés, que ces articles soient même éliminés. Mais attention, nous ne sommes pas dans un régime anarchique. Donc nous sommes en démocratie et la démocratie, c'est la loi. J'allais même dire c'est la dictature de la loi. Mais attention, il ne faut pas que des lois soient des lois qui mettent en mal notre démocratie. Encore moins, ou à plus forte, encore moins de préférence des lois qui pourraient, dans une certaine mesure, laisser croire que nous sommes en dictature ou nous sommes dans un régime dictatorial. Oui, lorsque vous le dites ainsi, oui. Sans exemple palpable, est-ce que ça ne ressemble pas plus à de la théorie que de la pratique? Parce que, justement, des lois qui sont régulièrement votées à l'Assemblée nationale, qui suivent toutes les procédures normales, sont après qualifiées de lois scélérates tout de même. Alors, justement, comment définir le caractère fondé d'une loi désormais afin que ça fasse l'unanimité? Oui. Les critères pour définir le caractère fondé d'une loi pour que ça fasse l'unanimité, évidemment, quand nous parlons de l'unanimité ici, il faut le voir comme le consensus. Parce que dans l'Assemblée, il ne faut pas s'attendre aussi à ce que l'on ait 83 députés forcément qui votent une loi. Donc, c'est la majorité. Mais les critères sont connus. Comme je viens d'en énumérer quelques-uns, oui. C'est que il faut que les lois soient bien pensées. Quand vous prenez par exemple le code électoral qui a été voté, en tout cas en 2018, qui nous a conduit là aux élections, voyez-vous, on n'a pas suffisamment éprouvé ce code-là parce que on a eu seulement 2 partis qui sont allés aux élections. Si on en avait eu 4, voyez, les donnes allaient changer parce que si on avait eu 4, l'article 242 qui fixe bien comment il faut distribuer les sièges, on allait fortement et suffisamment éprouver cet article-là. Maintenant, on ne l'a pas suffisamment éprouvé. Or, c'est un article déjà polémique. C'est un article qui pose problème. Du point de vue même, non, ça pose problème du point de vue même juridique, du point de vue d'interprétation. Parce que, comment? Oui, très bien, je vous le dis, c'est un article qui manque de précision. Parce que, sur quel point? Oui, sur le point déjà quand on dit, c'est lié au repêchage. Oui. Quel est le 4e parti que l'on pourrait repêcher dans la distribution des sièges lorsque ce parti-là n'a pas les 10%? Voyez-vous, donc de l'effectif ou du quotient connu par rapport à l'effectif des électeurs. Oui, mais alors, justement, vous parlez de l'article 242 oui. qui, justement, fixe les modalités pour pouvoir d'abord être éligible à l'Assemblée nationale et enlever des sièges. Oui. Alors, l'article 242 dit clairement que, d'abord, avant de pouvoir enlever des sièges, il faut avoir 10% au plan national. Tout à fait. Premier aspect. Oui. Lorsqu'on finit d'avoir 10% et qu'il y a au moins 4 partis, bien sûr, lorsqu'on finit de remplir ce critère et qu'arriver à l'Assemblée nationale, on fait les calculs comme avant, bien sûr. Oui. Alors, si éventuellement il y avait plus de 4 partis politiques en compétition et que sur les 4 partis politiques, les 4 n'ont pas les 10%, la loi prévoit qu'on aille chercher un 4e parti pour pouvoir suivre la cohorte des partis capables d'avoir des sièges à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qui est flou là? Ce qui est flou là, quelles sont les conditions pour aller chercher ce 4e parti là?
C'est le pourcentage le plus proche de 10%, non? Le pourcentage le plus proche de 10%, oui. C'est basique comme calcul mathématique. Tout à fait, c'est basique. Mais Oui. l'interprétation que l'on pourrait en faire, est-ce que on a toujours... Voyez-vous, c'est ça qui fait un peu l'inquiétude des partis politiques. Sur quelle base on dit que c'est tel parti qui est le quatrième? Est-ce que, pour prendre le quatrième parti à qui on pourrait distribuer, en tout cas remettre certains sièges, est-ce que c'est de manière objective ou alors c'est sur la base des relations politiques ou des jeux politiques de couloir? Alors, c'est cela. Lorsqu'on suit un peu votre analyse, vous êtes justement en train de mettre l'accent sur les dispositions qu'il faut revoir. Il y a la charte des partis politiques. Je voudrais qu'on revienne sur la réforme du système partisan. Aujourd'hui, lorsque vous voyez un peu le processus tel qu'il a été conduit jusqu'à présent, est-ce que c'est un succès, la réforme du système partisan? Oui. C'est un succès. La réforme, elle est globale. Et cette réforme, nous la constatons de manière matérielle à travers le code électoral et la charte des partis politiques. Et je voudrais bien, par rapport à l'article 242, dire ceci pour enchaîner, dire que, en fait, on ne demande pas aux gens d'enlever cet article-là, mais il faut apporter une précision qui consisterait, pour ma part, à dire 10% terminé. Il n'y a pas cherché un quatrième parti parce que dans la recherche d'un quatrième parti, il peut y avoir un peu du subjectivisme. Or, lorsque nous nous entendons au 10%, là, nous sommes dans l'objectivité. Là, c'est scientifique. La démarche est méthodique. Ne pose pas problème. Exactement. Non, pas du tout. En tout cas, pour moi, ça ne pose pas problème. Mais, voyez-vous, le quatrième parti que l'on recherche, c'est là il y a un peu de subjectivité. Et lorsque la loi ouvre la porte... ça n'avait pas posé problème pour cette élection-ci et pourtant il y a eu des grognes. Oui. Alors, que faut-il régler justement pour que la réforme continue justement et suscite plus d'adhésion au regard de ce qu'on a déjà fait? Non, voyez-vous, ce qui a suscité d'énormes problèmes par rapport à ces élections, c'est cette expression qui est sortie de la Cour constitutionnelle que nous avons appelée le quitus, non pas le quitus fiscal, le certificat de conformité. Voyez-vous? Ça a posé problème? Oui, c'est ça qui a posé problème. Les deux partis politiques qui sont allés aux élections? Non, pas pour les deux partis. Je veux dire pour le système. Non, oui, je veux parler de l'élection même, de manière globale. Ce qui a fait que certains partis, parce que vous demandez, par rapport aux réformes-là, qu'est-ce qui a posé problème? Je vous dis que ce qui a posé problème par rapport aux réformes, sinon j'ai commencé par dire que les réformes en elles-mêmes sont excellentes. Parce que il ne faut pas l'ignorer. Notre système partisan était un système malade. C'était un système qui posait problème. C'était un système dans lequel il n'y avait pas beaucoup d'intelligence, beaucoup de mérite. Chacun créait son parti et les partis politiques se créaient sur la base des critères qui ne sont pas des critères suffisamment scientifiques. C'est juste parce que j'ai un peu d'argent, je rassemble quelques-uns et je crée mon parti. Il n'y avait aucune idéologie qui est un premier principe sur la base duquel on crée un parti, l'idéologie. Ensuite, quand on a l'idéologie, le sens du service. Voyez-vous, quand on crée un parti, c'est qu'on veut servir la nation. On ne crée un parti pour marchander le parti. On ne crée pas un parti pour rechercher des postes politiques, je veux dire des postes ministériels ou des postes de direction. On crée un parti. Lorsqu'on crée un parti, c'est parce qu'on a une idéologie, c'est parce qu'on veut servir la nation. Mais quand vous observez pendant 28 ans, la manière dont le système partisan, la manière dont les partis politiques ont fonctionné au Bénin, scientifiquement, voyez-vous, quand on est même dans les sciences politiques, ça pose un problème. Alors, les réformes étaient souhaitées. Et tout le monde était d'accord sur ce principe-là, celui donc de réformer le système partisan. Maintenant, lorsqu'on est d'accord pour le principe, quelle est la démarche que nous suivons pour réformer le système? Je crois que c'est au niveau de la démarche qu'il y a eu quelques difficultés. Lorsque nous fixons la démarche, l'objectif que nous voulons atteindre aussi doit être fixé. L'objectif était quoi? Est-ce que c'était d'avoir deux partis? Je crois non. L'objectif était d'avoir, en tout cas, des partis, 4, 5, 6. Mais qui soient de grands partis politiques très forts. Exactement, c'est ça même l'objectif final. Représenter sur toute l'étendue du territoire national. Avoir des partis forts, des partis grands, des partis qui sont représentés et qui ont des militants partout dans le Bénin. C'était donc l'objectif général qui était fixé. Mais dans l'atteinte de cet objectif, il y a une démarche à suivre. Et cette démarche, c'est là où il y a eu problème. La démarche a consisté, soit vous, l'ancien parti dans lequel vous êtes, soit vous mettez ensemble
et ces petits partis disparaissent pour se mettre ensemble et créer un grand parti, ou les anciens partis qui existaient, qui ne veulent pas disparaître, qui veulent garder leur dénomination, leur prérogative, ces partis-là, on leur a donné un délai pour se conformer. Mais au niveau du délai, il y a eu problème. C'est pourquoi j'ai mis tout ça dans la démarche. Est-ce que ce n'était pas plutôt l'accrochage avec la période électorale qui a amené les partis politiques à confondre les deux lois finalement? Puisque ce sont deux lois distinctes. Oui. Le code électoral et la charte des partis politiques, avec des agendas différents. Est-ce que ce n'était pas l'imminence des législatives qui a conduit peut-être certaines formations politiques à confondre le code électoral et la charte des partis politiques? Oui, confondre peut-être oui, mais il faut quand même reconnaître que les deux textes de loi se complètent. Les deux textes de loi se complètent. Et le législateur n'a pas forcément tenu compte de l'agenda électoral en fixant le délai de conformité à la charte des partis politiques. Tout à fait. Ce que d'ailleurs le président de la République a révélé, il a reconnu lui-même à la rencontre avec les partis politiques. C'est pourquoi j'ai mis tout ça dans la démarche. Dans la démarche de mise en œuvre de ces deux textes de loi pour atteindre l'objectif final, celui d'avoir des grands partis, des partis vraiment représentatifs. C'est dans la démarche que nous avons péché. Et aujourd'hui, je pense que on doit dépasser le débat de la démarche. Voyez-vous? Oui. Parce que exactement, les élections ont lieu déjà. Nous avons une assemblée. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour corriger, voyez-vous, les tests et revoir la démarche pour que les gens qui sont laissés sur le carreau, les gens qui ont envie d'être des acteurs politiques francs, des gens qui ont envie d'être des acteurs politiques honnêtes, des gens qui ont envie d'être des acteurs politiques patriotes, alors que ces gens-là n'aient pas l'impression qu'ils sont exclus du jeu politique ou bien qu'ils sont exclus de la participation à l'émergence de ce pays ou au développement de ce pays. Je crois que c'est aujourd'hui la préoccupation fondamentale et c'est par rapport à ça que je dis tantôt que l'on soit au niveau de la charte des partis politiques ou même du code électoral, il y a, qu'on le veuille ou non, des articles qui posent problème et il faut les relire. Je crois que ça doit apparaître comme l'un des premiers défis de cette 8e législature parce que n'oublions pas que dans quelques mois encore, nous irons aux élections. En 2020, les élections locales et communales. Donc, il faut aller vite maintenant. Pour éviter les erreurs des élections passées. Parce que, du point de vue juridique même, on pourrait être attaqué sur le délai. Parce que nous savons tous que les tests au niveau de l'Union africaine recommandent que l'on touche toutes les lois ou tous les tests qui ont rapport aux élections 6 mois avant la date de la convocation du corps électoral. Or, sur ce plan, quand vous écoutez certains juristes, ils estiment que les modifications, la date de modification et la date de la convocation du corps électoral ne faisaient pas encore les 6 mois. Alors, on a ouvert là une brèche pour attaquer juridiquement les comportements des députés ou tout simplement même attaquer les tests qui ont été votés. Alors, faisons en sorte que les élections à venir, que nous tirions leçon, que nous prenions donc, nous nous inspirions de tout ce que nous avons commis comme erreur par rapport aux élections législatives passées pour corriger et maintenant, comme le dit le latin, hic et nunc, ici et maintenant. On doit aller vite et éviter alors les différentes difficultés, les différents problèmes qui se sont posés à nous pour les élections à venir et donc par ricochet éviter les violences post-électorales parce que nous avons 2021 aussi qui est la date réservée ou l'année réservée aux élections présidentielles et nous savons tous que la passion au niveau des élections présidentielles sont quintuplé, sinon même décuplé par rapport à la passion ou aux passions qui animent les acteurs politiques quand il s'agit des élections législatives et des élections locales. Donc, ayons le sens d'anticipation. Mais justement, est-ce que la classe politique qui n'est pas forcément représentée à l'Assemblée nationale a un rôle à jouer dans la perfection de la réforme du système partisan? Tout à fait, il a un rôle à jouer et là, cette classe a un rôle à jouer. Et alors, le rôle que pourrait jouer, que doit jouer, j'allais même dire, la classe
la classe politique en général. Oui. Puisque les lois ne relèvent pas. C'est vrai que le vote des lois, c'est l'une des prérogatives de l'Assemblée, mais nous connaissons la démarche, le fonctionnement de l'Assemblée. Voyez-vous, même par rapport au vote du cours électoral ou même à la charte des partis politiques, il y a eu d'abord des séminaires, il y a eu d'abord des rencontres, il y a eu d'abord donc, je veux dire, des rencontres scientifiques, des rencontres auxquelles ont pris part non seulement les députés, mais les acteurs politiques ne sont pas représentés là-bas et même les hommes de science. Et je profite de cette occasion d'ailleurs pour recommander aux honorables d'aller encore dans ce sens, de continuer à travailler ainsi et d'inviter, de solliciter encore plus les spécialistes des questions politiques, les juristes, les sociologues, les philosophes, les psychologues aussi, même les psychanalystes, parce que voyez-vous, dans ce pays, on a tendance à penser, à croire que une loi relève tout simplement de la compétence des juristes. Or, il y a ce qu'on appelle la philosophie du droit. À l'université, le droit même est fondé sur une philosophie. Donc, une loi a besoin de la compétence à la fois d'un philosophe, d'un juriste, d'un sociologue, parce que les lois que nous votons doivent refléter aussi nos réalités socio-culturelles. Voyez-vous, les lois ne doivent pas être des lois copier-coller. Nos lois ne doivent pas être des lois qui sont tout simplement calquées sur le modèle européen, le modèle occidental. Non, nos réalités sont là. Et par rapport à cela, si nous voulons connaître donc nos réalités, il faut solliciter l'expertise des sociologues. Il faut solliciter... Donc, tout le monde a sa part. Tout à fait, tout à fait. Et il faut dire alors à cette 8e législature que lorsqu'il s'agit de voter des lois qui prennent en compte l'avenir de toute la nation, surtout des lois qui sont des lois fondamentales liées, je veux dire, aux élections, qui déchaînent souvent les passions, il faut souhaiter que les honorables fassent appel à toutes les couches. Les syndicalistes ont leur place. Voyez-vous, quand vous prenez la loi, peut-être qu'on y reviendra, vous et moi, quand on prenez la loi sur le code du travail, mais les syndicalistes reprochent aux députés, reprochent à cette loi-là des articles ou un certain nombre de décisions, je veux dire, de dispositions, voilà. Mais on ne va pas revenir sur toutes les lois qui ont été votées au cours de la 7e législature. Je suis d'accord. Non, bon. Non, on ne peut pas, c'est possible. On peut revenir sur toutes les lois de la 7e et les détricoter. Si nous disons toutes, c'est peut-être exagéré. Mais il y a des lois fondamentales. Il y a des lois qui déchaînent la passion. Il y a des lois qui fâchent. Mais on a constaté que dans tout ce lot-là de lois votées par la 7e, ce sont les lois qui touchent même la vie politique, c'est-à-dire le fonctionnement des acteurs politiques eux-mêmes. Ceux qui votent les lois, ce sont les lois les concernant eux-mêmes qui ont plus déchaîné la passion. Même la loi qui a retiré le droit de grève n'a pas fait autant de débats au Bénin. Alors justement, lorsqu'on voit la charte des partis politiques qui a été votée à l'Assemblée nationale avec un seul député contre, et qu'après on voit tout ce remue-ménage, est-ce que quelque part on ne dit pas parfois les acteurs politiques sont capricieux? Tout à fait. Et oui, et ça ne doit pas vous étonner. Ne vous me prenez pas sur les caprices qui caractérisent les acteurs politiques parce que, comme le dit André Sponville, la politique, c'est la guerre des intérêts, c'est le jeu des intérêts. Mais dans ce sens, est-ce qu'on ne devrait pas être aussi vigilant dans ce qu'on doit revoir? Puisque de toute façon, tous les députés presque, en tout cas on a écouté le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou, quelques députés qui ont reconnu qu'effectivement, il faudrait encore revoir quelques dispositions des lois qui font de la réforme du système partisan afin que les autres qui n'ont pas peut-être pu participer aux élections puissent y participer, mais dans la réforme prochainement. Tout à fait. Alors, est-ce qu'on ne va pas aussi être vigilant pour ne pas verser encore et détricoter tout ce qui a déjà été fait? La vigilance, c'est même un principe quotidien. D'accord. C'est vrai, surtout quand on est sur le terrain politique, où les hommes politiques, en politique, la morale est amorale. Hein? Et donc, en politique, tout est possible. Et en politique, souvent, il y a une contradiction, ou si vous voulez même, l'homme politique fait souvent abstraction des valeurs morales. Au nom de ses intérêts, il est prêt à sacrifier sur l'autel de ses intérêts toutes les valeurs, toutes les lois, si vous voulez, qui ne vont pas dans son intérêt ou qui ne vont pas donc à son avantage, ou des lois qui portent atteinte, lui, à ses intérêts. Or, et c'est là notre vigilance, et c'est là la veille citoyenne, et c'est là même l'une des caractéristiques qu'il faut souhaiter que les acteurs politiques les plus jeunes développent. Ce principe doit être celui de la jonction de l'éthique et de la politique. C'est-à-dire qu'il faut finir avec cette attitude politique qui consiste à sacrifier sur l'autel.
voyez-vous, des intérêts politiques, toutes les valeurs morales. Non et non. Il faut dire non à ça. Parce que si nous continuons ainsi, c'est notre jeunesse que nous sacrifions, c'est le pays que nous sacrifions, c'est le développement du pays que nous sacrifions. À titre illustratif, les articles liés au quitus fiscal, par exemple, ou cet alinéa-là, il est d'accord, tout le monde est d'accord sur ça, qu'il faut le maintenir. Tout à fait, parce que ça, c'est pour le développement du pays. Mais il y a... Non, non. Voyez-vous, lorsque nous parlons des réformes ou lorsque nous disons qu'il faut revoir certains articles, il ne s'agit pas ici d'aller en arrière. Hein. Il ne s'agit pas non plus de jeter dans les poubelles le code électoral ou alors l'achat des partis politiques. Pas du tout. Il y a eu quand même des avancées. Et il faut pouvoir capitaliser tout ce que nous avons eu comme avancée, tout ce que nous avons eu comme impact positif pour maintenir cela et constituer, si vous voulez, comme une expérience politique pour notre pays, comme un réservoir historique dans lequel chaque politicien ou chaque acteur politique désormais pourrait donc, vers lequel il pourrait aller pour s'inspirer. Mais ce n'est pas parfait. Une loi ne peut pas être parfaite. Il y a forcément des articles, comme je viens de vous le dire. L'article lié au 10%, il faut revoir ça. Il faut être plus précis, par exemple, par rapport à cela. D'accord. Voilà. Alors, justement, ces députés-là qui doivent œuvrer pour parfaire les lois qui forment ou qui fondent la réforme du système partisan, comment doivent-ils s'y prendre si, éventuellement, ils convoquent leurs, on va dire, leurs détracteurs politiques entre griffes pour pouvoir s'asseoir et réfléchir ensemble sur comment évoluer? Et si ça vire au dialogue de sourds, comment est-ce qu'ils vont s'y prendre? Ah oui, c'est... Bon, il faut pas... Je ne voudrais pas être extrémiste ni pessimiste. Parce que sans être un météorologue politique, on peut prévoir ou présager que ces détracteurs-là, ceux qui n'ont pas pu compétiter maintenant, reviennent dire non, abat la charte des partis politiques. Dans ce sens, on fait comment? Non, je voudrais dire que c'est peut-être... On a constaté cette attitude qui a amené ou des comportements qui nous ont amenés à qualifier certains détracteurs. On pourrait comprendre et expliquer ces attitudes-là par l'approche des élections, par le fait que nous étions déjà dans ce qu'on pourrait appeler la fièvre électorale et que c'était une période qui n'était pas propice à toute modification, à toute relecture d'une loi qui plus est une loi électorale. Et c'est ce qui a certainement fait que la raison a déserté le forum au profit, malheureusement, de la passion. Et donc, si nous partons de ce postulat-là, venons-en donc maintenant au postulat qu'on pourrait poser comme principe ou à l'hypothèse sur laquelle on pourrait travailler maintenant. Et l'hypothèse sur laquelle je voudrais qu'on réfléchisse est à souhaiter. Cette hypothèse, pour moi, consisterait à proposer et à souhaiter que tous les acteurs politiques ramènent la balle à terre. Ça impose un sacrifice de tout bord. Exactement, tout à fait, tout à fait. C'est clair, puisque le Bénin, c'est à nous tous. Et pour anticiper, si vous voulez, par rapport à une question éventuelle que vous pourrez me poser sur ce que je pourrais attendre, tout Benoît pourrait attendre du discours du chef de l'État, si ce discours devait avoir lieu demain, c'est bien un discours d'apaisement. Il est à souhaiter que le chef de l'État, aussi, à travers son discours, rassure le peuple béninois et qu'il nous dit de ramener la balle à terre. D'accord. Comme on ne parle pas encore de ça, on va peut-être en dire un mot vers la fin de cette émission. Alors, justement, cette attitude-là qui consiste à être peut-être extrémiste, à ne pas forcément concéder. On a vu que ceux qui ont peut-être dû sacrifier leur ego sont peut-être représentés à l'Assemblée nationale. Les autres n'ont pas forcément fait les mêmes sacrifices. C'est le moment maintenant de revenir à la table de négociation et s'écouter. Ça, c'est évident. Et ça, je crois que c'est ce qu'on peut tous souhaiter. Et puisqu'on m'avait demandé comment les autres vont s'y prendre, oui, je ne voudrais pas que l'on puisse déjà dire, voyez-vous, que les autres garderont leur position et que nous allons tomber ou continuer par vivre un dialogue de sourds. J'ose croire, j'ose espérer que les uns les autres ramèneront la balle à terre. Maintenant, lorsqu'on va continuer par travailler ou par fonctionner comme ça, on va fonctionner dans un dialogue de sourds. Lorsqu'on va continuer par collaborer de la façon avec laquelle nous avons collaboré, en tout cas, on a vu les acteurs politiques collaborer jusque-là, je crois que nous en prenons acte. Et puisque
pour m'inspirer de la philosophie de Jean-Paul Sartre. L'homme est un être toujours en situation. Puisque l'homme est un être en situation, alors lorsque nous serons dans ces situations-là, nous allons aviser. Et je crois que le peuple béninois constatera et les décisions idoines seront prises, les comportements intelligents seront posés. Mais je ne voudrais pas dévancer les faits parce que mon souhait n'est pas de voir mon peuple, n'est pas de voir mon pays, j'allais dire, eh bien, végéter ou persister, perdurer dans un dialogue de sourds, dans une position conflictuelle ou dans une ambiance de conflit où alors les uns et les autres se regardent en chiens de faïence. Alors justement, pour participer au développement de la nation, cela ne se résume pas seulement à l'Assemblée nationale. On peut aussi travailler et participer au développement de la nation à travers d'autres instances. Les élections approchent notamment, et vous avez tout à l'heure commencé à effleurer la question, est-ce que vous croyez qu'on peut aller aux élections communales et locales avec la classe politique actuelle? Oui, j'y crois. La classe politique actuelle, qu'est-ce que nous y mettons? La classe politique est en train d'être reformée. Oui. La preuve est que nous avons déjà 2 grands partis politiques et qui sont reconnus et qui se sont fait représenter à l'Assemblée. Nous espérons que les autres aussi, qui n'ont pas encore ce qu'on a appelé le certificat de conformité, que dans les jours à venir, les semaines à venir, qu'ils remplissent les conditions pour qu'ils aient aussi leur certificat de conformité. Nous savons très bien qu'il y a des partis qui juridiquement existent, mais qui n'ont pas participé aux élections. Nous sommes d'accord, parce que ces partis ont leur certificat de conformité au niveau du ministère de l'Intérieur. Mais dont les dossiers n'étaient pas vraiment à jour à la Sénat. Exactement. Pour les législatives. Et parlant aussi des lois, des articles à revoir, il y a aussi l'alinéa ou les alinéas des articles liés au rejet des dossiers à la Sénat, parce que il y a eu doublon sur la liste, parce que, je crois, vous avez suivi un peu, lorsqu'on a rejeté les dossiers de certains partis, on a dit, mais on a qualifié certains de candidats voyous. Je crois que ce n'est pas le lieu de débat, justement. Pas du tout. Mais la loi qui interdisait... Le débat, c'est beaucoup plus au niveau, vous permettez, le débat, c'est beaucoup plus au niveau de la révision de ces, ou de la correction, de l'amendement de ces articles-là. Du code électoral, pour que on laisse quand même des jours, voyez-vous, des jours aux partis pour lorsqu'à la Sénat, on va constater qu'il y a des doublons, faire appel à ces partis-là et voir dans quelques heures, en 2-3 jours, comment corriger pour ne pas éliminer, en tout cas, les partis pour ces raisons-là, parce qu'il faut toujours compter avec la mauvaise foi de certains. Très bien. Donc, alors, revenons un peu à l'Assemblée nationale avec les 2 grandes formations politiques, les 2 grands partis politiques qui sont représentés là-bas. Est-ce que vous voyez, au bout de 4 ans, une collaboration en lune de miel entre les acteurs au sein même des partis politiques? Puisque, n'oublions pas, la plupart de ceux qui sont à l'Assemblée nationale étaient des présidents de différents partis politiques, mais maintenant doivent collaborer au sein d'un même parti politique. Comment voyez-vous la collaboration au sein des partis politiques à l'Assemblée? Oui, la collaboration au sein des partis politiques à l'Assemblée, il faut le voir sous 2 angles. Le premier angle, le premier aspect d'analyse qu'on peut faire, c'est ce que je vous disais déjà, lorsque nous partons du postulat qu'en politique, c'est la guerre des intérêts, il s'agit des rapports de force. Alors, il faut constater qu'on va voir quelques mécontentements, parce que c'est des intérêts aussi. Et sur la base des intérêts, déjà, quand vous regardez même un peu le vote des membres du bureau de l'Assemblée, on a eu sur les 7 membres du bureau, on a eu 100% de oui qu'au niveau d'un seul candidat ou d'une seule candidate, en la personne de honorable Sophia Tianou. C'est le seul qui a recueilli les 83. Oui. Les autres n'ont pas recueilli les 83, oui. C'est déjà un signe. Ça montre déjà que tout le monde n'est pas d'accord que l'honorable Louis Vlavonu soit là. Il y avait 78 oui pour lui, par exemple. Exactement. 3 abstentions. Tout à fait. Alors, donc, c'est des signes qui ne trompent pas. Il s'agit là des signes qui ne trompent pas pour un analyste politique. De la même manière, quand nous prenons le poste de la vice-présidente, de la première vice-présidente, et pour tous les postes. Donc, et vous allez voir qu'au fur et à mesure que les intérêts sont grands et énormes par rapport à un poste politique, je veux dire au niveau du bureau de l'Assemblée, voyez, les mécontentements vont s'afficher. Parce que être le président de l'Assemblée, la 2e personnalité du pays, mais c'est quand même quelque chose qui est à souhaiter. Et tout acteur politique voudrait être là. Donc, attendez-vous alors qu'il y ait un déchaînement des passions. Mais tout dépend. Maintenant, c'est le 2e angle de mon analyse. Oui. Voyez-vous,
la maîtrise des passions, l'apaisement des passions, la gestion des passions et des intérêts dépend de la qualité des hommes que nous avons en face, je veux dire des gens qui dirigent les partis politiques. Et c'est pour cela que tout se joue dans les propos, dans les négociations, dans la façon de parler, dans la distribution aussi des tâches. C'est là. Et d'où la nécessité d'avoir des hommes qui ont le charisme. Et vous comprenez pourquoi, au niveau des partis politiques, en tout cas les deux grands blocs qui se sont fait représenter à l'Assemblée, vous allez voir que le trio là, des personnalités qui dirigent ces partis politiques sont des personnes qui sont pétries d'expérience pour le moment. Et les gens ont dit, nous fonctionnons comme ça pendant 1 an, provisoirement. En termes de transition. Exactement. Le temps de peaufiner les choses, d'analyser tout, de voir dans les statuts et règlements intérieurs des choses à corriger pour que la gestion des humeurs, la gestion des intérêts, la gestion de la distribution des tâches et des rôles, tout cela soit fait ou se fasse dans les règles de l'art et avec beaucoup d'intelligence. Et je crois que c'est ce qu'il faut souhaiter au niveau de ceux qui sont à l'Assemblée maintenant, du bureau. Il faut gérer les choses avec parcimonie, il faut gérer les choses avec intelligence, avec beaucoup de sagesse, avec beaucoup de tact. Parce que les oppositions vont se créer à l'intérieur des partis, même, étant donné que c'est de donc l'Assemblée ne sera pas monocolore? Non, on le constatera. Lorsque les gens disent qu'elle est monocolore... les analystes, enfin, une certaine partie aussi de la classe politique ne partage pas ce point de vue. On dit Assemblée nationale monocolore, même à l'international, ça se chante de tout, à tout moment. Ce qui le fait dire, nous savons la raison qui est avancée, l'argument qui est développé à ce niveau, nous connaissons l'argument, mais il n'est pas absolu. En tout cas, pour moi, philosophe, il n'y a pas d'idée absolue, il n'y a pas d'argument absolu. C'est un argument, mais qui peut être aussi battu en brèche. Et c'est pour cela que moi, je dis... on aura le temps de constater au mieux, de façon matérielle, l'opposition, la minorité au sein même de l'Assemblée. Parce que l'argument qui fait dire que c'est une Assemblée monocolore, c'est parce que nous avons 2 partis qui sont en fait de la mouvance et qui soutiennent le gouvernement. Mais pour ma part, je vois déjà même l'opposition au sein même des différents blocs. Et l'exemple ou l'argument qui me fait dire cela, c'est déjà le fait que il est vrai qu'on a eu un seul candidat par poste. Oui. Mais nous n'avons pas eu 100% de oui. À tous les postes. À tous les postes. On n'en a eu qu'à un seul niveau. Au niveau d'un seul poste. Pour moi, c'est déjà une forme d'opposition. Ceux qui disent non, comment peut-on interpréter cela? Comment peut-on expliquer cela? C'est une opposition. Je ne suis pas d'accord que l'honorable Louis Lavono soit là. C'est ce que ça veut dire. Même dans une interprétation politique, on peut dire que l'abstention aussi est une forme d'opposition. Évidemment, on a vu lors du vote de la révision de la Constitution, celui qui s'est abstenu, on a d'office aussi considéré que c'était contre, puisque de toute façon ce n'était pas un oui. Exactement. Donc, alors, voyez-vous, on aura une opposition qui va se clarifier, qui va se préciser, qui va se matérialiser, qui va se concrétiser d'ici à là. Est-ce que ce ne sera pas une opposition par hypocrisie? Une opposition, bon, vous voyez, ça c'est un préjugé. Une opposition par hypocrisie, elle ne sera pas la première. On a connu, c'est ça aussi le dommage. C'est à craindre? Oui, il faut le craindre. C'est même pas une qualité. C'est pas une qualité. Et ça, au niveau des acteurs politiques africains en général, et des acteurs politiques béninois en particulier, nous sommes souvent très hypocrites. Nous sommes très hypocrites et ça, il faut le dénoncer. Ce n'est pas une valeur. Quand on n'est pas d'accord, il faut dire ouvertement qu'on n'est pas d'accord. Et quand on est d'accord, il faut dire à haute et intelligible voix qu'on est d'accord. C'est ça le courage qui doit caractériser les hommes politiques béninois. C'est ça le courage qui doit caractériser même tout citoyen. Voyez-vous, quand on joue à l'hypocrisie, et c'est ça qui nous caractérise malheureusement, et dans tous les domaines, vous constatez ça. Conséquence, les gens semblent être avec vous, mais au fond, ils ne sont pas avec vous. Et dans ces conditions, il sera difficile d'atteindre les objectifs. Même déjà dans votre structure ici, lorsque le chef, le directeur, donne des instructions, il dit voilà l'objectif que nous voulons atteindre. Nous définissons ensemble l'objectif, les stratégies. Les gens disent d'accord. On est d'accord avec lui, mais de manière théorique. Mais lorsque les gens vous tournent dos, ils font autre chose.
la structure ne peut pas avancer. Évidemment. Le Bénin est une entreprise. Et pour qu'il avance, le Bénin, ou pour qu'il avance en tant qu'entreprise, il faut qu'on ait des gens francs, des gens sincères, des gens qui ont de la valeur. Alors, le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavono, après son élection, a dit qu'il reconnaît qu'on les attend fortement sur la prérogative qui consiste à contrôler l'action du gouvernement. Et l'action du gouvernement, contrôler cette action, ce n'est pas forcément se muer systématiquement en opposant, mais permettre au gouvernement de s'expliquer, l'interroger sur sa gouvernance. Est-ce que vous voyez une 8e législature très impartiale dans le contrôle de l'action gouvernementale? Je peux dire oui, parce que moi, je ne suis pas adepte des préjugés. J'aime apprécier les gens sur la base des actes qu'ils posent, des actes concrets. C'est vrai, cela dit, on peut bien évidemment réfléchir, hein, et la réflexion peut nous amener dans une forme d'anticipation. Mais évitons que nos anticipations réflexives tombent ou deviennent ou se transforment en préjugés. Parce que les préjugés ont un caractère négatif. Donc, moi, j'estime... aussi. Exactement, exactement. Et moi, alors, je pense que ceux qui sont là, ils savent très bien, ils sont conscients de leurs responsabilités. Ils savent ce que le peuple béninois attend d'eux. Ils savent aussi les conditions dans lesquelles ils sont élus. Ils jouent aussi leur avenir politique. Ils savent très bien qu'ils ont l'obligation, le devoir d'interpeller le gouvernement, de dire non au gouvernement quand ça ne va pas, de l'encourager quand ça marche. S'ils ne le font pas, en tout cas, l'opinion publique internationale constatera, et nous sommes là, nous allons dénoncer en tant qu'intellectuels. Nous allons dire non, ceci-là, ça ne va pas. Et nous avons des leaders d'opinion, et c'est pour cela que nous devons aussi encourager les leaders d'opinion, les journalistes qui sont objectifs dans leur analyse. Et l'objectivité, pour moi, consiste à reconnaître ce qui est bien fait, le dire, que l'on soit de la mouvance de l'opposition. Quand c'est bien, il faut dire que c'est bien. Le bien n'a pas de couleur. Le bien n'est pas lié à une obédience politique. Le bien dans son objectivité est caractérisé par des valeurs que nous connaissons, des critères que nous définissons. Au plan économique, est-ce que ça marche? Est-ce que les objectifs fixés, est-ce que les stratégies mises en place pour les atteindre, est-ce que nous sommes en train de les suivre? Quand nous prenons le projet d'action du gouvernement là, est-ce que le programme d'action de préférence, est-ce que cela est mis en œuvre? Qu'est-ce qui est fait jusque-là? Qu'est-ce qui n'est pas fait? Qu'est-ce qu'on propose pour que cela se corrige? Je pense que c'est ça une analyse objective, que l'on soit de la mouvance ou de l'opposition. Mais lorsque nous sommes de la mouvance et nous voyons, même quand c'est mauvais, nous restons, comme vous l'avez tout à l'heure, dans une disposition d'hypocrite, nous plongeons, voyez-vous, comme ça se constate là, dans cette ambiance où on dit, mais on a peur parce que lorsqu'on dit que c'est mauvais, alors il y a des représailles. Lorsqu'on est dans cette logique, dans cette ambiance-là, je pense qu'on n'est pas un patriote, je pense qu'on n'est pas un citoyen honnête. De la même manière, hein, quand on est de l'opposition, quand c'est bon, il faut dire que c'est bon. Mais c'est rare sous nos yeux. Oui, et c'est ça qu'il faut corriger. C'est pourquoi je disais tantôt que les valeurs politiques au Bénin, il faut les réformer. Oui. Et c'est en cela que le système partisan qui est en train d'être réformé est une action formidable. L'objectif est précieux. Maintenant, on peut dire des choses sur la démarche. Oui, et vous l'avez dit tout à l'heure. Exactement, il l'a dit tout à l'heure. Mais l'idéal, c'est l'idéal, j'allais dire. L'objectif, il faut que ce soit sous l'aide de ce régime ou sous l'aide d'un autre régime. En tout cas, pour moi, ce n'est pas l'individu qui agit que je vois, c'est l'action que pose l'individu qui m'intéresse. Alors, on a observé 179 questions écrites et orales avec débat ou sans débat confondues à l'Assemblée nationale lors de la 7e législature. Et sur les 179 questions, on a pu étudier 49. Est-ce que ce n'est pas un grand chantier qui attend la 8e, c'est-à-dire suivre un peu les questions qu'on pose au gouvernement afin que effectivement les réponses soient apportées? Oui. C'est bien évidemment, c'est un grand chantier, mais il faut ça aussi... participe aussi hein, de l'éradication du désamour entre le Parlement et la population, tout à fait. Les acteurs politiques. Bien sûr, cela participe vraiment de cela. Et il faut aussi recommander qu'on finisse avec le folklore aussi. Hein. Il faut que les choses se fassent avec beaucoup de franchise. Quand on interpelle le gouvernement, il faut qu'on ait que les réponses, qu'on respecte, en tout cas ce que dit le règlement intérieur de l'Assemblée, et que le gouvernement réponde de manière objective. Parce que, in fine, vous allez voir, ce qui compte, c'est le développement du
Bénin. Ce qui compte, c'est le rayonnement de notre pays. Et c'est pour que le Bénin rayonne, que les rôles sont distribués. Chacun est dans son rôle et chacun doit pouvoir jouer son rôle avec abnégation, avec audace et avec sincérité. Très bien. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de la réforme du système partisan. On en parle toujours puisque nous sommes dans cette réforme-là de plein pied. Il y a une question fondamentale à laquelle on n'a pas pu toujours trouver des réponses à l'issue des 30 ans de démocratie. C'est le respect de l'idéologie au sein des partis politiques. Il y a des partis qui disent nous sommes de telle idéologie, mais il n'en est rien dans la pratique. Aujourd'hui, on sait qu'il y a deux grandes formations politiques qui doivent commencer à servir d'exemple puisque nous sommes dans la réforme du système partisan. Oui. Est-ce que vous voyez que ces formations-là, ces grands partis politiques peuvent y arriver? Oui, je l'espère bien, et fortement même. Parce les libéraux d'un côté, oui, les socialistes de l'autre côté. Et quand vous écoutez de plus en plus les débats, quand vous suivez les débats, même lors des campagnes, vous allez voir que ces discours, ces propos de plus en plus commencent par prendre corps dans nos débats radio-télévisés, sur les réseaux sociaux, et donc dans les propos des uns et des autres, on commence par sentir une maturité aussi politique. Et ça, c'est à l'actif du peuple béninois, c'est à l'actif des acteurs politiques béninois. Il faut reconnaître ça, c'est une bonne chose. Voyez-vous, et tout intellectuel doit apprécier ça. La politique était, au départ, et c'est ce qu'on a toujours fait, elle apparaît souvent comme de l'infantilisation. Oui. Vous, quand vous suivez un peu les acteurs politiques, vous avez l'impression qu'ils s'adressent à un groupe d'enfants. On a toujours infantilisé le peuple béninois. On a l'impression que les auditeurs des hommes politiques ne sont pas des intellectuels. Et c'est souvent des débats de rue. C'est vrai, on vous dira que ce sont des débats qui accrochent. Mais non, il faut que de plus en plus, les débats des hommes politiques soient des débats fondés sur des théories, sur des idéologies. Et les idéologies sont portées par des théories. Les idéologies sont portées d'abord par des intellectuels que l'on doit retrouver dans les partis politiques. Et c'est ce qui a fait que pendant longtemps, on a pensé que pour être acteur politique, on n'a pas besoin d'avoir des diplômes, on n'a pas besoin d'étudier, et on pense que bon, on peut être chef quartier même si on n'est pas allé à l'école, on peut être député à l'Assemblée même si on n'est pas allé à l'école. Mais je pense que c'est des choses qu'il faut corriger dans ce pays. Attention, je ne suis pas en train de dire ici que ceux qui ne sont pas à l'école sont inintelligents. Loin de moi une telle réflexion, une telle analyse. Mais j'estime que quand on est intelligent, ce qu'on pourrait appeler intelligence naturelle, cette intelligence s'améliore. Cette intelligence devient une intelligence bien peaufinée lorsqu'elle est associée de ce qu'on pourrait appeler une intelligence culturelle. Et cette intelligence culturelle est basée sur le niveau de culture, le niveau intellectuel de celui que vous avez devant vous. Et donc, il faut dire que la 8e législature doit se donner pour tâche un travail formidable à ce niveau, faire en sorte que les partis politiques se créent et fonctionnent et s'opposent, si vous voulez même, s'attaquent entre griffes sur la base des idéologies. Et je crois que la campagne passée peut nous édifier. Et il faut souhaiter que les campagnes à venir puissent continuer comme ça. Et que ce ne soit pas un discours qui pourrait se confondre à un vieux pieux. Il faut que cela continue ainsi. Mais là, pour que cela continue, oui, il faudrait des formations. Il faut que les partis politiques se transforment aussi en école de formation. Ça, c'est connu. Oui. Ça fait partie même des prérogatives de tout parti politique digne de ce nom. Tout à fait. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Je suis en phase et je crois que les acteurs politiques même en sont conscients. Oui. Et c'est pour cela qu'il faut finir avec les partis politiques qui consistent à avoir des bailleurs de fonds. Oui. Il faut, quand on a mis dans les chartes des partis politiques ou dans les statuts ou dans les règlements intérieurs, que le fonctionnement des partis politiques doit se baser sur la cotisation ou les cotisations, il faut qu'il en soit ainsi. Il faut qu'on finisse avec l'idée qui laisse croire que quand on est dans un parti politique, c'est pour s'enrichir. Quand on est dans un parti politique, on a un bailleur et c'est lui qui envoie de l'argent et on se le partage. Il faut que des partis politiques soient des écoles vraiment dignes de nom, des écoles de formation à la citoyenneté, des écoles de formation à la gestion de la cité, parce que la gestion de la cité est basée sur
des théories, c'est basé sur une certaine idéologie. Et c'est dans les partis politiques, c'est dans le militantisme qu'on peut acquérir ces réflexes-là. Et lorsqu'on accède à un poste politique, alors on ne gère pas de façon aveugle, mais on gère sur la base non seulement de ce qu'on a comme connaissance théorique, mais sur la base de ce qu'on a capitalisé comme expérience dans les partis politiques à travers le militantisme, à travers la participation aux différentes formations, ou si vous voulez, à travers les différentes formations qu'organisent les partis politiques au niveau de leur mandat. Est-ce que c'est conscient de cela qu'on a observé que les deux partis politiques qui ont participé aux dernières élections législatives ont organisé un séminaire de bilan pour faire des projections, aussi se donner les consignes nécessaires. On a vu le week-end dernier le Bloc républicain à Goué. Avant ça, on a vu aussi l'Union progressiste dans le même département du Mono pour s'asseoir, faire le bilan des élections, faire des projections. Est-ce que c'est déjà ça qui a commencé? Oui, c'est un pas. On observait rarement des partis politiques s'asseoir après une élection et faire une telle évaluation. Tout à fait. L'évaluation en vaut la peine. Et cela, c'est une démarche noble et elle est méthodique. On peut dire que c'est déjà un pas, mais il faut souhaiter que l'on descende dans les bases parce que quand vous regardez ces rencontres-là, on voit beaucoup plus, ce sont les sommités. Les dirigeants des partis, je veux dire, le bureau politique, ceux qui ont déjà capitalisé un certain nombre d'expériences politiques, il faut descendre dans les bases. Parce que c'est dans les bases que nous allons sentir véritablement les réformes du système partisan. Oui. Ce n'est pas au sommet. Ce n'est pas en observant le comportement des députés seulement ou le comportement des membres du bureau, des bureaux politiques des différents partis. Non, c'est à la base. Quand on ne va pas descendre à la base, au niveau des communes, au niveau des départements, au niveau des cellules, et c'est pour cela qu'on peut être fier quand on lit les différents statuts des partis politiques qui, de plus en plus, reconnaissent que c'est à la base qu'il faut partir. Pour occuper des postes au niveau communal ou au niveau départemental, c'est que vous êtes déjà élu au niveau de la base, au niveau du quartier. Quelle est votre compétence? Quelle est votre qualité? Quel est votre sens ou votre degré de militantisme? Au niveau de la base, dans vos quartiers, c'est par rapport à ça qu'on pourrait vous faire confiance au niveau départemental, d'abord au niveau communal, au niveau départemental et au niveau national. Alors, il faut finir avec des gens que l'on parachute au sommet parce que quand vous le faites ainsi, il y a des gens qui savent qu'ils ne pourront jamais atteindre le sommet, mais sur la base du clientélisme, sur la base des rapports familiaux, des rapports parentaux ou sur la base du pouvoir financier, on place des gens alors qu'ils n'ont pas l'expérience qu'il faut pour militer, ils n'ont pas l'expérience, le leadership qu'il faut pour diriger. Et lorsque vous les parachutez, lorsque vous les confiez, vous leur donnez des postes politiques, lorsqu'ils occupent ces postes-là, attendez-vous aux dérives parce qu'ils n'ont pas capitalisé l'expérience qu'il faut à la base. Parce que la gestion des hommes s'apprend, le militantisme s'apprend, le militantisme est une école. Et ce n'est pas au sommet, le militantisme c'est d'abord la base. Parce que l'idéal c'est d'avoir un simple militant, mais qui puisse, s'il est par exemple du Bloc républicain actuellement, qu'il puisse définir ce que c'est que d'être un libéral, qu'il puisse décliner clairement le contenu de cette idéologie. Exactement. Même s'il n'est pas responsable du parti. Tout à fait. Et aussi de l'autre côté de l'Union progressiste, qu'il puisse savoir ce que c'est qu'un socialiste. Un socialiste, tout à fait. Voilà, ça doit être l'objectif. Exactement. Et pour qu'il en soit ainsi, il faut descendre dans les bases. Parce que jusque-là, il faut le dire, il faut oser le dire, les gens ont adhéré à ces différents blocs-là pour le moment, pas forcément sur la base de l'idéologie. C'est beaucoup plus sur la base des relations, parce que j'étais membre de tel parti et que mon parti est allé dans tel bloc. Pour pouvoir gagner les prochaines élections. Exactement. J'y vais aussi. Exactement. Donc, j'y vais aussi. Donc, bon, on peut comprendre que nous sommes au début et que la science, ce n'est pas né un jour. La science, elle est progressive. Voilà, justement. Ou progressiste, si vous voulez. Voilà la science. Alors, justement, on est toujours dans la veine de la réforme du système partisan. On a encore une grosse élection en 2021, la présidentielle. Ça, volontairement, je ne parle pas des communales. On sait qu'elles auront lieu quand même en 2020. Comment faire pour qu'en 2021, nous ayons un homme politique, cette fois président de la République? Ça, c'est une question épineuse. Elle est grave. Elle est fondamentale. C'est ça aussi l'objectif à long terme de la réforme du système partisan. Tout à fait. Que nous ayons des hommes politiques qui dirigent notre État.
il est, voyez-vous, pour répondre à votre question, Oui. je vous ai dit c'est une question épineuse, même si vous posez cette question-là aux différents dirigeants des différents blocs, Oui. avant de vous répondre, ils vont réfléchir par 1000 fois parce que elle est lourde comme question. Ouais. Il est trop tôt pour le moment de répondre de façon très objective. Est-ce que le travail ne devrait pas commencer maintenant? Oui, le travail, bien sûr, c'est leur... En collaboration avec le peuple qui choisit. Eux-mêmes, ils le disent que chacun doit le dire. Hein, notre rêve, notre objectif, c'est d'avoir le président de la République, c'est de prendre le pouvoir. C'est ça. Et c'est l'objectif premier de tout parti politique. Mais ici, il y a des conditions à remplir. Je veux dire, nous sommes dans un contexte spécial. Et je vais le dire, hein, je ne vais pas faire la langue de bois. Oui. Il faut reconnaître que les partis politiques qui sont là, en tout cas les deux blocs qui sont là maintenant, sont portés par l'actuel président de la République. Oui. De quel parti est-il? Difficile de répondre. Est-il du bloc républicain? Est-il de l'Union progressiste? Il est difficile de répondre. Bien. Partons d'une hypothèse. S'il est officiellement membre de l'Union progressiste, en 2021, bon, l'Union progressiste pourrait dire que je présente, si en tant que le président, évidemment, s'il veut être candidat. L'Union progressiste peut dire, je veux présenter comme candidat tel. Oui. Nous sommes d'accord. X. Et on va dire, c'est un ancien chef, c'est lui qui est au pouvoir. Bon, il veut briguer encore un deuxième mandat, cette fois-ci, sous la bannière d'un parti politique. Parce que la mandature en cours ou le mandat en cours n'est pas sous la bannière d'un parti politique. On est d'accord. Bien. Ça, c'est une première hypothèse. Reste à voir si elle sera vérifiée. Attendons 2021. Bien sûr. Bien. S'il est du bloc républicain, le même schéma peut bien se faire constater. Eux aussi vont dire, nous le présentons comme notre candidat. Mais lorsque c'est le cas, j'ai voulu dans mon analyse, s'il est du bloc, si je parle de la première hypothèse que l'actuel chef est de l'Union progressiste et qu'il veuille bien être encore candidat, il est donc soutenu par l'Union progressiste. Mais que fait le bloc républicain? Lui aussi certainement, et vous allez voir, c'est là les oppositions aussi. C'est aussi un autre signe d'opposition. Le bloc républicain va dire, mais moi aussi je veux avoir mon candidat. C'est une hypothèse. Ou bien, le bloc républicain va dire, bon, comme nous sommes des jumeaux entre griffes ou de faux jumeaux, en tout cas, c'est ce qui a été dit, même si de plus en plus se révèle que cette jumellité elle est fausse. Et aussi vont dire, nous voulons soutenir, diront-ils, c'est là la question, nous voulons soutenir le candidat de l'Union progressiste parce que c'est notre candidat que nous avons tous soutenu au premier mandat. Ou bien présenteront-ils leur candidat aussi? C'est des questions qu'on peut se poser. Et par rapport à ces questions-là, nous ne pourrons être pour le moment que sur le terrain des hypothèses. Oui. Nous sommes d'accord. Maintenant, si l'autre hypothèse se présentait, si on se trouve en face d'une situation où l'actuel président dit « J'avais dit que je veux juste un seul mandat, je respecte dans ma parole, que la condition soit touchée ou pas, je ne veux plus être candidat. » Voyez-vous, si nous pondons sur nous partons de cette deuxième hypothèse, le schéma sera encore tout autre. Et là... Les yeux seront plus ouverts encore. Exactement. Là, certainement que chaque bloc, en ce moment, espérons que l'on ait d'autres partis politiques, Oui. peut-être de l'opposition bien constitués aussi. Alors, le jeu sera ouvert. Et le bloc républicain va présenter certainement son candidat. On pourrait imaginer aussi qui cela pourrait être. Le bloc ou l'Union progressiste va aussi présenter son candidat. Donc, c'est aussi une deuxième hypothèse. On verra. C'est pourquoi je vous ai dit, à cette question, il est difficile de répondre. D'accord. Dans tous les cas, les mois à venir, eh bien, vont nous aider. Je voudrais qu'on consacre les 10 dernières minutes de cet entretien à parler des perspectives encore qui restent pour la réforme du système partisan. On en a parlé beaucoup déjà, avec un peu les textes à revoir, les élections prochaines qui viennent encore, les différentes formations au sein des partis politiques, même pour le respect des idéologies. Mais que reste-t-il encore à faire en termes de perspectives pour la réforme du système partisan et même aussi pour l'Assemblée nationale si vous le voulez? Oui, pour la réforme du système partisan, ce qui reste à faire, nous l'avons déjà dit, on peut bien le préciser, il faut continuer. Il faut continuer dans la réforme du système partisan.
capital. Ce n'est pas fini. Non, ce n'est pas fini. Il faut continuer, il faut réformer vraiment. Et nous l'avons dit, il faut qu'on ait des partis solides, des partis forts, des partis dignes, des partis nationaux et non des partis départementaux ou communaux, si vous voulez, villageois, si vous voulez, des partis de village. Il faut finir avec ça. Tout intellectuel doit souhaiter ça. Tout acteur politique doit souhaiter ça. Même tout artisan doit souhaiter ça. Donc, il faut continuer, mais en étant suffisamment objectif. Donc, c'est ça. En étant consensuel aussi. Oui. En veillant parce que cela est un critère, est l'un des facteurs de paix. Voyez-vous, oui. C'est pour cela que la perspective consistera en ceci que l'on soit au niveau de l'Assemblée, au niveau du gouvernement, que l'on soit acteur politique ou pas, mais beaucoup plus à l'adresse des acteurs politiques ou à l'endroit des acteurs politiques, il faut que toutes leurs actions, toutes les lois qui pourraient être votées, soient des lois qui participent à la consolidation de la paix au Bénin, du développement de notre pays, en écoutant les autres, en évitant de penser que la science est uniquement de notre côté. C'est une démarche qui n'est pas bonne. Quel que soit le bord où on se trouve. Quel que soit le bord. La science ne peut pas être de votre côté à vous seul. Ce n'est pas possible. Le savoir ne peut pas être rien que de votre côté. L'intelligence ne peut pas être rien que de votre côté. Donc, ça, pour moi, c'est un critère important. Quel que soit le bord. Voyez-vous, ça, pour moi, c'est une perspective formidable et essentielle. C'est pour cela que j'ai dit tantôt à l'entame de l'émission que la 8e législature doit considérer cela comme un défi. Et donc, dans les réformes, surtout quand il s'agit des réformes touchant aux partis politiques, il leur revient d'ouvrir l'esprit pour inviter, même ceux qui ne se sont pas fait représenter à l'Assemblée. C'est un devoir pour eux. Le peuple les attend aussi sur ce terrain-là. Comment faire pour montrer qu'ils sont vraiment des Béninois patriotes? Pour moi, c'est capital. Et cela doit l'être pour tout Béninois qui aime son pays. Autre élément qui me paraît important, au niveau de la gouvernance, de manière globale, il faut aussi que les gouvernants rassurent le peuple béninois. Parce que le peuple béninois, dans une certaine mesure, avec tout ce que nous avons vécu là, le peuple béninois est inquiet. Inquiet pour aujourd'hui et pour demain. Voyez-vous, pour demain, au regard des élections qui viennent encore. Et qui sont des élections à risque, surtout celle de 2021. C'est vrai que cette élection, l'un des acteurs principaux, nous le connaissons. Si cet acteur-là dit, il s'abstient, j'allais dire, voyez-vous, ça va peut-être déjouer toutes les analyses. Mais pour le moment, nous partons des hypothèses. Et toutes les hypothèses ici sont plausibles. Et dans ce sens-là, nous devons alors travailler pour que toutes les hypothèses étant plausibles, lorsque l'une d'elles sera vérifiée, que le Bénin ne brille pas dans les actes de vandalisme et de violence. C'est pour cela que les gouvernants, et quand nous disons les gouvernants, nous voyons d'abord le chef en premier lieu. C'est pour cela que c'est lui d'abord qui doit mettre la balle à terre. La balle à terre ne veut pas dire tomber dans le laxisme. La rigueur dans la gouvernance, la rigueur dans la gestion des affaires de l'État doit être un principe cardinal. Mais il ne faut pas que la rigueur prenne l'allure de ce que certains pourraient appeler l'autocratie, la méchanceté. D'accord. Exactement. Et donc, c'est les populations à la base Oui, les populations à la base. Nous l'avons déjà dit, il faut que les populations à la base... Il faudra aussi une éducation à la citoyenneté. Tout à fait. Pour même les jeunes d'aujourd'hui. Tout à fait. Qui ne savent plus forcément respecter le bien public, les symboles du pays, les édifices du... Public et autres. Voilà, public. Oui, la responsabilité incombe d'abord aux partis politiques. C'est d'abord les partis politiques. Et c'est pourquoi nous avons tout à l'heure que nos partis politiques doivent être des écoles. Il faut ouvrir le jeu. Permettre aux partis, à ceux qui veulent créer des partis sérieux, il faut qu'ils fondent leur parti, il faut qu'ils installent leur parti sur la base des tests qui existent.
Et il faut que les partis fassent de leur, les dirigeants des partis ou les acteurs politiques fassent de leur parti politique une école de formation à la citoyenneté, au militantisme, au respect des symboles du pays. Ça aussi, c'est une perspective, et cette perspective-là, c'est un défi, et ce défi-là, pour le relever, c'est non seulement ceux qui nous, les acteurs, je veux dire les dirigeants, les gouvernants, oui. C'est non seulement les députés, mais c'est surtout les acteurs politiques. Très bien. C'est cela. Alors justement, docteur Thomas Edia, vous êtes bien sûr un spécialiste de l'éthique politique. Une question peut-être pour sourire un peu avant de finir. Y a-t-il de l'éthique en politique? Une belle question. Oui, il devait y en avoir. Tous les théoriciens de la politique et de l'éthique le disent. Je vais citer deux. Oui. Quand vous lisez Kant il dit la politique ne peut faire un pas en avant sans avoir rendu hommage à l'éthique. L'éthique est un concept subjectif. Hein? Bon, oui, mais partons d'abord de la définition. Il n'y a pas un instrument qui mesure l'éthique d'une personne. Je suis totalement d'accord. Mais l'éthique en elle-même est une science. Elle est définie comme la science qui étudie les principes moraux. Nous sommes d'accord. Et par conséquent, l'acteur politique, lui qui est dans l'opérationnel, lui qui est dans l'action politique, lui, parce que la police est là de gérer la cité. Oui. Et comment gère-t-on la cité? Sur quels principes gérons la cité? Nous gérons la cité sur les principes éthiques que sont l'honnêteté, la loyauté, le sens de responsabilité, l'abnégation, la fidélité. Et c'est pour cela que dans les réformes, nous avons dit qu'il faut finir avec la transhumance. Oui. Ce n'est pas éthique, ce n'est pas moral. Et quand nous écoutons ceux qui nous dirigent, quand ils disent maintenant il faut finir avec le populisme, oui, c'est parce que le populisme n'est pas moral aussi. Quand les gens disent il faut la rigueur, il faut rationaliser nos ressources, c'est de l'éthique, Monsieur Gilles Christ. Et ça, c'est de la valeur. Et puis, en principe, on doit élire les chefs, nos dirigeants, sur la base des valeurs morales. Je suis d'accord maintenant avec vous quand vous dites c'est subjectif parce que il n'y a pas... nous apprécions de la valeur morale de quelqu'un de manière subjective, mais il y a quand même des critères minimaux. Et tout à l'heure, vous avez vu, je vous ai dit, sans aucune passion, j'apprécie la première vice-présidente de l'Assemblée parce que pour avoir travaillé avec elle, j'ai dit, c'est une dame de valeur parce qu'elle a des convictions. Parce que quand vous la voyez dans sa profession, elle fait son travail parce que faire son travail est un devoir. Elle ne fait pas son travail pour des intérêts. Et vous ne pouvez pas aller vers elle pour des négociations lorsque ces négociations ne respectent pas les principes éthiques ou moraux recommandés de manière professionnelle. On va donc espérer qu'au bout des 4 ans, ces principes-là transparaissent vraiment dans la gestion de nos gouvernants, à l'Assemblée nationale aussi, qu'on puisse avoir le témoignage au bout de 4 ans du peuple béninois même, que nous avons vraiment marqué un pas et que nous avons vraiment évolué sur la scène politique nationale. Docteur Thomas Edia, je vous remercie de votre présence sur l'entretien politique de ce dimanche. Vous êtes docteur en philosophie, spécialiste donc de l'éthique politique. Vous êtes aussi spécialiste de l'éthique des médias et de l'éthique médicale. Vous êtes donc associé de Madame Zimé Talata, première vice-présidente de l'Assemblée nationale 8e législature. Merci infiniment à vous. Bon dimanche, docteur. Merci. Avec espoir que prochainement nous recevions sur ce plateau Madame Talata elle-même. Merci infiniment à vous, docteur. Chers amis téléspectateurs, c'est la fin aussi de l'entretien de ce dimanche. Merci aussi à vous de nous avoir suivis de bout en bout et bon dimanche chez vous.